entend souvent, moi je l'ai beaucoup entendu en tant que militante féministe, oui, mais pourquoi vous dites qu'en France il y a des problèmes de sexisme? Regardez ailleurs dans le monde. Toi, au niveau du rapport, justement, comment se conduisent les mecs, t'as vu des différences dans le monde ou là, avec ce que tu fais en France? Ah oui, complètement. Par exemple, encore ce midi, j'étais avec des Japonais et au Japon, la place de la femme, c'est waouh, des années-lumière. C'est vrai? Ils le savent. Ah oui, oui. Moi, au Japon, j'ai été très bien reçue. Du coup, je te rejoins parce que je suis meilleure ouvrière de France. Donc, on m'a ouvert des cuisines. Si j'avais pas ce titre, on ne rentre pas en cuisine. La femme est à la maison. Et ils le disent, c'est encore comme ça. Au Japon, quand vous allez au restaurant, le serveur arrive, il sert en premier l'homme. Il met pas l'assiette à la femme. Voilà. Parce que l'homme doit goûter, savoir si c'est bon pour que la femme puisse... Non, c'est même pas une question vraiment d'être sympa, c'est que c'est l'homme qui dirige, c'est l'homme en premier, et c'est dans leur culture. Ah, je croyais que c'était une forme de courtoisie, tu vois, style... Même pas. C'est un peu le goûteur, genre si c'est empoisonné, c'est lui qui meurt, tout ça. Non, moi je me lève, je pense que tu peux... Il y a certainement dans plein de cultures différentes manières d'interpréter les choses et d'envisager les choses. Mais dans tous les cas... Mais les Japonais le disent, hein. Oui, c'est connu. Ce midi encore, c'est eux qui m'ont raconté cette anecdote de dire que quand on sert l'homme, c'est parce que c'est l'homme qui dirige. C'est connu que c'est une société très patriarcale, le Japon. Et moi, à contrario, le pays qui m'a permis de me lancer dans ma carrière, parce que toutes les portes en France étaient fermées pour moi, ex-miss de 25 ans, il n'y avait aucun directeur sportif ou président qui voulait parler football avec moi. Donc c'était mort pour moi la France. Et t'étais pas prise au sérieux, en fait. Pas du tout. Et du coup, j'ai dû m'exiler, partir. Et c'est aux Émirats Arabes Unis. Voilà, c'est là-bas que je me suis lancée, pourtant... paradoxalement, parce que justement, une femme agent européenne, tout le monde m'a au moins écoutée. Voilà, j'avais au moins cette possibilité d'être écoutée et de pouvoir leur proposer des choses, et c'est comme ça que je me suis lancée. Mais même en plus, d'ailleurs, c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait à l'instant avec Sonia sur la question justement de est-ce que le sexisme il est ouvertement là ou pas, avec Sonia Bichet, donc poissonnière et caillère. Sonia Sweet, je me tourne vers toi parce que on entend très souvent parler des footballeurs comme étant avec beaucoup de classisme, beaucoup de racisme aussi, parce que évidemment, dès qu'on parle de foot, on sait qui donne son gros avis, les racistes au hasard, comme quoi ce serait toujours d'immondes misogynes, des mecs mal dégrossis, des mecs de cité, je ne sais quoi, enfin vraiment il y a tous les poncifs qui sont alignés, et j'ai toujours entendu cette phrase absolument atroce qui disait que en gros, attends c'était quoi, le football est un sport de gentlemen joué par des brutes et le rugby est un sport de brutes joué par des gentlemen. Bon, moi j'ai grandi avec beaucoup de rugbymen. Oui, le sud-ouest. L'enfer Quelle sur chance. terre. Et même là d'ailleurs on peut voir, il y avait eu des accusations de viol sur certains joueurs qui n'ont pas du tout été... Enfin, ça a pas créé les soubresauts que ça aurait pu créer peut-être dans d'autres milieux, même si effectivement il y a eu un non-lieu pour eux. Je veux dire, il n'y a pas eu cette émotion, disons, qu'il aurait pu avoir, je pense, si des footballeurs avaient été accusés. À mon avis, ça aurait fait des gros titres. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un footballeur est accusé, c'est presque normal, dans le sens où, oui, forcément, c'est vrai que l'image du footballeur, elle est quand même hyper négative, alors que... Pour moi, le football, c'est quand même le reflet de la société. Il y a des bonnes personnes, il y a de moins bonnes personnes, il y a de tout. Et le footballeur représente cela, mais il y a des très bons exemples aussi. Et on parle de ce monde du football, parce que finalement, il est tellement connu, il inspire tellement, que je pense qu'on est plus exigeant aussi avec le footballeur. Parce que forcément, Mbappé, par exemple, ça a été très récent, mais quand il a quitté le Paris Saint-Germain, avant, c'était comme si on parlait, je vais exagérer un petit peu, mais il était presque plus important même que le président de la République à un moment donné. Et parce que il a quitté le Paris Saint-Germain et il est parti au Real de Madrid, aujourd'hui, son image, elle a quand même dégringolé et il fallait lui taper dessus au moindre faux pas. Et donc, je pense que... Ils sont tellement importants finalement, et je parle forcément des plus connus, ils inspirent tellement que les gens sont très exigeants avec eux, et on a l'impression presque que ce sont des surhommes en fait. Mais ça reste des êtres humains, qui commettent des erreurs. Comme les rugbyman, comme peu importe un poissonnier ou un conférencier, ou peu importe d'ailleurs le métier. Et c'est marrant que tu cites Kylian Mbappé, qui manifestement n'a pas pardonné son départ, puisque le journal de Mickey a fait paraître son classement des personnalités préférées des jeunes, et il n'est pas dans le top 10, étonnamment.
Par contre, le top 10 est 100% masculin. La première femme se trouve à la 14e place, c'est Louane. Comment est-ce qu'on peut expliquer que personne, y compris les filles d'ailleurs, ne pense à citer des femmes comme personnalité préférée? Mais moi, c'est pour ça que je trouve ça important de féminiser les noms de métiers en réalité. Moi, je suis pour, pas pour être. J'ai jamais, tu me connais, j'ai jamais été dans le genre lourdingue. Par contre, j'aime bien mettre le point parce que le problème, sinon, c'est, vous savez, cette fameuse blague de c'est un père et son fils qui font un accident de voiture. Ils arrivent à l'hôpital, ils arrivent devant le chirurgien avec le brancard et le chirurgien dit je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils qui est le chirurgien. Et là, vous avez des salles entières qui bug. Mais en fait, c'est la mère. Parce qu'en fait, on n'a pas idée que le chirurgien puisse être une femme. Et je crois que c'est très important de dire chirurgienne. Ah, c'est pas beau. Ouais, mais on s'en fiche, en fait. C'est pas beau, c'est une question d'habitude de l'oreille aussi. Absolument, c'est une question d'habitude. Et c'est ce qui fait aussi qu'on va penser à des femmes qui font des choses merveilleuses, en réalité. Et puis, on les met pas suffisamment en avant. Encore une fois, il y a un rôle de représentation, il faut rien lâcher là-dessus. Mais je crois que tout à l'heure, c'était Oriane qui disait qu'il n'y avait pas assez de rôle modèle. En fait, moi, c'est vrai que plus jeune, j'avais pas forcément une femme qui m'inspirait vraiment dans le monde du football ou du sport, parce qu'il y avait trop peu de. Enfin, à mon époque, je sais pas, il y avait Soria Bonali, Amélie Mauresmo, mais ça se comptait sur les doigts d'une main, malheureusement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une responsabilité, voilà, pour toutes les femmes qui ont ce privilège, grâce à leur travail et l'abnégation, la détermination et tout ça, mais de réussir. Je pense qu'on a toute cette responsabilité d'être exemplaire, évidemment, et d'ouvrir cette voie, parce que en inspirant. Et moi, je suis très heureuse parce que à l'aube de mes 40 ans, j'ai enfin rencontré la femme qui m'inspire dans le football business, et c'est Michelle Kang. C'est une femme qui a vraiment réussi, milliardaire, qui a investi dans le football féminin, qui a racheté l'Olympique Lyonnais, qui est considéré comme l'un des meilleurs clubs de football féminin, et d'autres clubs, et qui investit massivement. Et son message, c'est quoi? J'investis pour permettre aux femmes, aux joueuses de football, de pouvoir s'exprimer dans les mêmes conditions que leur homologue masculin, parce qu'elles se sont sacrifiées de la même manière et qu'elles sont méritantes. Et je trouve ça extraordinaire. Sonia Bichet, t'as remporté quand même la Coupe du Monde des écaillés, t'as obtenu le titre de meilleure ouvrière de France, donc je pense que tu dois être le rôle modèle, l'inspiration peut-être de plein de petites filles qui veulent faire ce métier. Mais est-ce que toi, t'as eu des personnes qui t'ont inspiré? Comment tu t'es dit je veux faire ça? Je peux faire ça aussi c'est important. Moi, à 17 ans, je passais devant les poissonneries en me pinçant le nez et en disant « Ouais, ça sent le poisson ». Comment à 18 ans, t'as commencé? Premier job, étudiant, voilà. Et j'ai été prise de passion, pas forcément par le poisson, mais par ce moment où on enlève le sac à main Chanel. Quand vous arrivez sur un marché qui fait froid, qui est 5 h du matin, vous êtes qui vous êtes. Y a pas, c'est pas superficiel. Je viens de la vallée de Chevreuse où tout est un peu superficiel. Donc j'ai aimé ça. J'espère qu'aujourd'hui... Et je le sais parce que je reçois quelques messages sur les réseaux sociaux. Dans le monde de les écaillés, c'est les plateaux de fruits de mer. J'ai été une des premières femmes à faire les championnats du monde. Et je reçois pas mal de messages. Donc je sais que les femmes, elles arrivent, elles poussent. Je suis super honorée de pouvoir leur donner une image féminine dans ce milieu-là. Moi, je sais que ma première expérience, j'étais avec un homme et il m'a dit « Non, mais les femmes vont à la caisse. Reste à la caisse, ouvre pas les huîtres. » J'ai dit « Ok, bon, je démissionne, je passe par autre chose. » 10 ans après, j'ai vu ce monsieur-là mettre des fleurs sur son plateau de fruits de mer pour les décorer. Et je me suis dit que la victoire, elle était là. Ça a pris du temps, mais on a féminisé le métier. Et je sais pas, moi, je trouve que toutes les femmes sont inspirantes. Et ma mère, voilà. C'est cliché, mais c'est vrai que ma mère, je l'aime. On embrasse ta mère si elle nous écoute. Voilà. Et bienvenue dans Tunnel si vous nous rejoignez ce soir. Vous avez peut-être loupé le début, mais vous pouvez le réécouter sur le site et l'application Radio France, mais aussi toutes vos plateformes de streaming. Et enfin, YouTube. Et nous sommes aussi en... Il y a quelqu'un qui fait la chorégraphie de ce que je dis en même temps. C'est également en rediffusion le dimanche soir de 23h à 1h du matin. Donc vous le voyez, vous avez plein d'occasions de réécouter ce contenu, de le partager aussi évidemment à vos proches et de mettre 5 étoiles sur les applications de streaming. Ça fait jamais de mal. Nous discutons depuis tout à l'heure, depuis tantôt, de ce que c'est qu'être une femme dans un milieu perçu comme étant un milieu d'hommes. Et comment est-ce qu'on joue d'écoute? Comment est-ce qu'on fait sa place?
passe. Et j'aimerais savoir, parce que toutes, ça y est, vous avez quand même de la bouteille. Sonia Bichet, t'es la plus jeune de ce plateau, mais voilà, on a quand même, toi comme moi, t'es de 95 aussi, il me semble. Oui. Voilà, on a toi comme moi quand même, du coup, maintenant, une décennie de carrière. Les filles autour de nous ont un peu plus. C'est quoi le conseil que vous auriez aimé entendre en tout début de carrière sur comment s'imposer et ne pas se laisser faire? Sonia Sweet, je me tourne vers toi. Le conseil, de... Quand tu arrives dans le milieu du football. Oui. Plusieurs conseils. De ne pas être naïve dans le sens où Sonia, si je m'exprime là, je parle à Sonia plus jeune, j'aurais aimé qu'on me dise, voilà Sonia, c'est pas du tout le monde des bisounours, hein. C'est la jungle, c'est un monde ultra masculin, enfin ultra concurrentiel, masculin, qui ne te fera jamais le moindre cadeau. Donc il faut que tu te prépares en fait, il faut que tu te protèges. Il faut finalement presque tu n'as pas le droit même d'être naïve en fait. Et c'est sûr que j'aurais dit à Sonia, surtout si un homme puissant t'invite dans son appartement et qui prétexte la confidentialité, peu importe, n'y va surtout pas, ne mets jamais un pied là-bas. Parce que ça m'aurait quand même fortement aidée et aussi parce que prépare-toi aussi, sois patiente, le nombre incalculable de déjeuners, de dîners avec des directeurs sportifs, des présidents qui te font croire mondes et merveilles que ce que tu as à leur proposer finalement les intéresse, et finalement tu te rends compte que tu perds ton temps, que tu perds ton énergie, parce que la seule chose qui les intéresse c'est autre chose, c'est ton corps en fait, et ton cerveau ne les intéresse aucunement. Ces humiliations en fait, c'est tellement difficile et douloureux à les digérer, et encore aujourd'hui, à presque 40 ans, je les ai pas digérés. D'ailleurs, j'ai dû touche pas à mon QI. En fait, j'ai dû expulser tout ça parce que je sentais que j'étais devenue trop lourde. Après 15 ans dans ce milieu très difficile, je me suis dit aujourd'hui, en fait, c'est la naissance de ma fille qui a été un déclencheur très important, parce que je me suis dit mais Sonia, si tu dénonces pas, aujourd'hui, tu n'es plus la jeune femme agent qui vient d'obtenir ta licence. Aujourd'hui, tu as presque 40 ans, 15 ans de carrière, tu as fait tes preuves, tu es respectée par la grande majorité. Bien sûr, il y a quelques crétins, mais toujours. Mais tu es quand même respectée par la très grande majorité des présidents. Donc aujourd'hui, si toi, tu ne dénonces pas, dans quel monde va vivre ta fille, dans quel monde va vivre ta nièce, ta petite sœur et toutes ces femmes, en fait. Et aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il faut qu'on adopte la tolérance zéro. Dans le sens où il faut que... Moi, je laisserai plus rien passer. Ce livre, Touche pas à mon QI, d'ailleurs, je compte en faire plus qu'un livre, mais une association. Voilà, Touche pas à mon QI, parce que c'est facile aussi de dire oui, il faut dénoncer. Oui, parce que moi, je me considère comme une privilégiée. Oriane, tu parlais aussi de l'entourage, l'importance de l'entourage. J'ai la chance d'être hyper bien entourée de ma famille, de mes amis, et aussi de mes clients, de mes clientes qui font partie de ma famille du football, qui me soutiennent à 100% et qui m'ont confié la gestion de leur carrière. Et donc, il faut que j'assure pour toutes ces personnes. Et je me sens vraiment portée par toutes ces personnes. Mais d'autres femmes qui sont isolées, qui n'ont pas peut-être cette force de caractère, psychologiquement, il faut quand même être suivi, qui ont peur de perdre leur emploi. C'est facile de dire il faut dénoncer, mais il faut aussi les aider, en fait. Il faut les aider. Et aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais porter plainte, prendre un avocat, tout ça, c'est un coût quand même important que tout le monde... D'après la Fondation des femmes, ça coûte 10 000 € de faire le 10 000 parcours €, d'une plainte en France. C'est énorme, c'est énormément d'argent. Au total, avec tous les frais accumulés. Bien sûr, tout ce que tu perds, tout ce que tu... Puis voilà, pour un violeur sur 100 qui va en prison derrière. Et en plus aussi, quand on le dénonce aujourd'hui, forcément, on passe pour celle qui se victimise, elle en fait toujours trop, la perturbatrice. Et à un moment donné, les répercussions, elles sont que négatives. Oui, puis il y a aussi, c'est ça en fait, parfois des femmes qui sont des femmes extrêmement compétentes, mais qui ne sont pas, dont le nom n'est pas public, et elles savent que si demain elles dénoncent quelqu'un, leur nom va devenir public pour cette dénonciation, et ce sera ça qui sera rattaché à leur notoriété, donc c'est très compliqué. Oriana, je t'ai vu acquiescer à plusieurs reprises à ce que disait Sonia.
Oui, parce que évidemment j'abonde. Je pense que le conseil que je donnerais à la jeune Oriana, c'est monte vite et tôt ton girls club. Je pense que ça, c'est fondamental pour une carrière. Je vois ce qui se passe auprès de mes petites sœurs et compères. Je trouve que aujourd'hui, effectivement, la force du collectif est monumentale. Je trouve que c'est vraiment admirable et je pense qu'il peut y avoir maintenant des zones de pouvoir extrêmement puissantes. Je vois plein de personnes, d'entreprises, de collectifs se monter. Et je trouve que c'est trop puissant en fait. C'est trop puissant d'être dans une safe place et d'avoir de l'ambition. Je pense que ça peut vraiment accélérer les choses. Sonia, toi, tu t'imposerais aussi la même discipline, la même exigence si c'était à refaire. Quel conseil tu donnerais à la jeune Sonia d'il y a 10 ans? Waouh. Que les détours ne sont pas graves. De vivre, tout simplement. D'essayer de faire les choses. De ne pas avoir peur de l'échec. Parce que moi, mon premier concours, sur place publique à Paris, j'ai pas été dans les temps. J'ai complètement loupé mon premier concours et c'est pas grave. Donc ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur de faire un détour. Si les choses ne vont pas comme elles vont, c'est pas grave, on essaye autrement. Et de parler, de respirer et de croire en soi. Et d'ailleurs, ne pas avoir peur non plus de se mettre en lumière, parce que tu fais une profession qui n'est pas une profession forcément publique, même si en fait les commerçants, artisans sont des personnes très importantes dans les communautés locales, mais c'est rarement des parcours qui sont médiatisés. Et toi, avec 20 000 lieux sur les mers, t'as jamais eu peur d'attirer des critiques dans ton milieu professionnel? Ah mais moi je suis complètement assumé, tu te dis mais de toute façon ça met en valeur ma filière et voilà, c'est cool. Ah non mais ça c'est sûr, moi je pense que vous l'avez compris, j'adore ma filière, donc en fait 20 000 lieux sur les mers, on part explorer les régions françaises, ça va bientôt sortir pour vous montrer à quel point ma filière est cool. Mais c'était quoi ta question? Justement, on sait que parfois quand les femmes sont mises en lumière, on les critique, on dit toujours qu'elles sont prétentieuses, etc. Toi, comment tu le vis, ce fait de justement être dans une filière qui n'est pas forcément médiatisée et là de la médiatiser? Je pense que j'ai pas trop le temps d'écouter ce qui se passe parce que je travaille beaucoup. J'adore cette réponse. Mais tout simplement, je suis au charbon, voilà, je fais ce que j'ai à faire et je suis toujours très angoissée de passer derrière un micro, très angoissée derrière une caméra. Et tu t'en sors comme une chef. Ouais, mais voilà, quand je dis il faut vivre, je viens, je fais, on me propose et je dis oui. Voilà. Ça va, c'est kiffant comme expérience. Ouais, après coup. C'est que là, c'est bientôt fini, donc tu te détends. C'est bon, on se lâche. Inès Leonarduzzi, quel conseil tu te donnerais à la toi plus jeune? Il y a plein de conseils qu'on pourrait donner à la soi plus jeune. Peut-être, si je devais en choisir un ou deux, peut-être prendre le temps de regarder plus haut et plus loin. En général, souvent, on s'arrête à des... on a l'impression que les événements qu'on vit au quotidien, ce qu'on appelle le désordre en réalité, qui fait partie de toutes les vies, il n'y en a aucune qui est épargnée, ce sont des espèces d'Everest qui sont insurmontables. Et en réalité, en regardant plus haut et plus loin, ça nous apporte une force monumentale qui est de savoir choisir ses combats, savoir choisir ses victoires. Et ça, je l'ai appris avec l'expérience, avec le temps, de savoir si un combat vaut le coup, si j'ai envie que cette victoire soit dans mon palmarès ou pas. Et ça fait gagner du temps et ça rejoint finalement un peu tout ce qui a été dit ici. L'entourage, je crois que je suis quelqu'un de très privilégié, comme tu l'as dit Sonia Souid, parce que je suis très entourée, comme tu l'as dit Oriana. Tu dis des choses très justes quand tu dis fonce, vis, échoue. J'ai magistralement échoué des tonnes de projets, mais c'est ce qui m'a permis de m'éclater dans les autres en réalité. Puis en fait, à force d'échouer, et tu l'as très bien dit aussi, on se fiche complètement du regard des autres. À un moment donné, la honte, je l'ai déjà en fait. Donc apprendre à échouer et ne pas mettre des coups d'épée dans l'eau parce qu'on peut pas être de tous les combats. Non, choisis parce que le jour où tu parles, tout le monde t'écoute et c'est impactant. Et sur les choix justement, il nous reste quelques minutes. Les femmes doivent-elles vraiment choisir entre avoir une carrière ou des enfants?
Parce que ça, on l'entend souvent, on se pose jamais la question pour les hommes, a priori. Ah, surtout pas. Surtout pas. Je vais parler de mon expérience personnelle, évidemment, mais le rôle de ma vie, c'est celui de maman. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être la maman d'un petit garçon et d'une petite fille que j'ai allaité, les deux à chaque fois 2 ans, et qui ont voyagé avec moi partout dans le monde. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que quelquefois, je me suis retrouvée quand même dans des situations un peu cocasse en face d'un directeur sportif ou d'un président en pleine négociation de contrat pour un joueur, une joueuse ou un entraîneur. Et à un moment donné, l'enfant pleure parce qu'il a faim. Et il faut se dénuder et l'allaiter, c'est quand même la priorité. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours assumé ça, mais je ressentais quand même le regard des autres sur moi, surtout de ces hommes à les yeux écarquillés, comme s'ils venaient de voir un ovni. Non, c'est juste une maman qui allait de son bébé, tout va bien se passer. Mais ouais, on en est encore là aujourd'hui, quoi. Oriana, toi qui prends ton bébé partout, ton bébé qui était là, c'est 1 mois. J'étais là pour la toute première, mon tout premier tunnel, ma toute première prise de micro. Tout à fait. Que tu prends partout en concert, en tournée. Ouais, en fait, j'ai vécu sans doute les mêmes moments. Moi, je me suis aperçue très très tard que j'allais être maman. Donc j'ai eu 2 fois moins de temps pour m'y préparer. Et puis ça a été aussi une décision que d'allaiter exclusivement. Donc voilà. Et mon fils a fait absolument tous les déplacements, en tourbus avec l'artiste avec lequel je travaillais en tournée, en studio, avec d'autres artistes. Ici même, effectivement, Tunnel, pour ta première émission, Anna, il était là. Donc en fait, c'est constitutif d'un sacré parcours et à mon sens, d'un dévouement mutuel. Je pense que voilà, et je crois que aussi ça a vraiment aidé ma santé mentale parce que moi je traversais une période de deuil très très difficile et cette naissance vraiment je pense a sauvé en vrai, même si ça a été vraiment le chaos, a sauvé je pense ces moments-là en fait. Donc je pense que c'est peut-être le deuxième conseil que je donnerais à la jeune Oriana, c'est fais des enfants. Choisis-toi. Non, choisis-toi, parce que vraiment à chacune de nos endroits, on n'est pas forcément, je pense, dédié à être mère, mais je pense qu'il faut se choisir, parce qu'on est notamment quand t'es agent, très souvent, tu choisis l'autre. Tu choisis le talent que tu représentes, tu choisis l'artiste que tu accompagnes, tu choisis et je pense que c'est une erreur. Donc se choisir. Ouais, se choisir, ouais. Inès, sur cette question d'être une boss et d'être maman. Moi, j'ai posé un regard très personnel, très intime et qui concerne surtout, qui me regarde moi. Il est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais pour moi, c'est pas une science exacte. Il y a des mondes où on n'est pas, on choisit pas tout. On choisit pas d'avoir tout. Soit on est mère, soit on a sa carrière. Il y a des moments où on essaye de tout avoir et c'est merveilleux. Il y a des moments où, moi, en tout cas, j'ai toujours suivi la philosophie de où est ma place maintenant. Donc, j'ai refusé des tournées internationales pour mon livre. J'ai refusé des voyages, des tournages parfois sur des émissions de 2-3 semaines où je devais laisser mon enfant. Pour ne pas manquer. Et c'est un choix qu'on fait. Ouais. Et c'est un choix que je fais volontairement. Encore une fois, c'est très important de savoir. C'est un regard très personnel et c'est des choix que je ne regretterai jamais parce que je ne voulais pas louper ces moments-là. Maintenant, être mère, c'est encore un regard perso, c'est très difficile, mais c'est merveilleux. Et il y a des moments, évidemment, où ma liberté absolue me manque, où mon ambition dévorante, je la sens frustrée, et c'est pas grave. Mais à aucun moment, j'en veux pas, parce que l'instinct maternel, et je termine là-dessus, n'est pas naturel. L'instinct maternel, c'est pas pour toutes les mères. Je suis d'accord avec toi. Et il se trouve que j'ai la grande chance de connaître cet instinct maternel, et j'adore ma carrière, j'adore ce que je fais, je me donnerai toujours les moyens. Mais évidemment, tout l'amour que j'ai envie de porter à mon enfant et celui qui est à venir, ça me fait louper des événements, ça me fait manquer des trains. Mais sincèrement, j'adore manquer ces trains par moment. Un discours décomplexant et plein d'amour.